Alors ce débat, malheureusement appelé le débat Freeman-Mead, alors que c'est pas ça, hein, c'est un débat sur l'anthropologie sociale et culturelle, sa possibilité ou pas de parler de choses intimes aussi, et pas seulement de structures de pouvoir ou de parenté, et surtout une ethnographie un petit peu venue de l'intérieur, ce que n'avait ni Mead ni Freeman. Alors, petite parenthèse quand même, quand je dis... Bon, Mead, là, c'est très clair, puisque depuis, parce que Freeman est grand obsessionnel à retrouver tous les carnets de terrain, à noter l'emploi du temps de Mead jour par jour à Samoa depuis son tout début, son arrivée là-bas, avec qui elle a parlé, etc. Un travail de fou pendant des années, qui fait qu'il a publié plusieurs livres et qu'on a dit mais c'est un fou, c'est un obsessionnel. Cela dit, il a trouvé un certain nombre de choses. C'est très clair que Mead n'avait pas d'autres moyens. Jeune fille à l'époque, jeune étudiante, de plaisanter, enfin d'être amie avec des jeunes et d'entendre ce qu'ils disaient. Et c'était sa seule source d'information sur ces questions-là. Or, on sait très bien par la suite que ce genre de sujet-là, n'importe quel Samoan en public, en groupe, ne peut en parler que sur le mode de la plaisanterie. Quoi que ce soit de sincère serait totalement inconvenant en groupe. Et c'est que dans des conversations extrêmement privées, seul à seul, des choses peuvent être dites. Ça, Mead, elle ne le savait pas. Il y avait aussi autre chose que j'ai pu retrouver dans les documents, et ça a fait tout un chapitre important de ce livre, Le mythe occidental de la sexualité polynésienne, mais en fait, bon, ça c'est un titre que les PUF ont voulu mettre, pour vendre, mais en fait c'est vraiment le débat Mead-Freeman. Parce que ce que j'ai trouvé dans les documents, c'est que dans les carnets de Mead, publiés par Freeman et par d'autres, c'est qu'elle a en fait beaucoup donné d'importance à un informateur masculin, en plus des jeunes filles qui étaient toutes ses amies. Les jeunes filles, elles lui racontaient plein de plaisanteries sur leur vie amoureuse. Presque tout inventé, mais ça, c'était bien de se vanter. Là, il y avait un jeune homme qui était un jeune instituteur qui, lui, se vantait de ses conquêtes féminines à tour de bras. Ce qui est tout à fait normal aussi dans l'image que les jeunes gens à Samoa se donnent. L'homme, le macho, le conquérant. Ça, c'est le côté qui n'est justement pas dans les relations de parenté, de chefferie, etc. Peu importe. Mais c'est un côté qui existe ô combien. Mais il n'a jamais compris que cet informateur, qui est devenu un ami proche, très proche d'elle, mais qui était le seul jeune homme avec qui elle se sentait absolument en confiance, lui racontait de nouveau un stéréotype complet de ce qu'un jeune homme doit être. Parce que, à cette époque en tout cas, mais même aujourd'hui encore, il y a toute cette idée que dans les relations amoureuses, sexuelles entre hommes et femmes, l'homme est celui qui conquiert, qui prend, la femme est le gibier, le poisson qui se fait attraper, etc., etc. Tout un univers de représentation que j'ai beaucoup décrit dans Face à moi, où il y a des pages et des pages sur tout le vocabulaire qui est employé localement, mais qui n'est qu'une petite partie de la culture samoane, qui n'a rien à voir avec ce que disent les mêmes personnes, des femmes et des hommes, quand ils sont en présence d'un réseau de parenté, de relations de pouvoir, etc., etc. Mais dans ces relations-là, entre genres, qu'il y ait un gars qui dise « Ah ouais, moi je... » et les filles, bon, parfois il faut les forcer un peu, mais elles acceptent. Et il décrivait toutes ces aventures, peut-être, en partie vraies. Mais en tout cas, c'est là où Mead, on le sait par ses propres notes, s'est dit, alors là j'ai
un garçon qui me confirme toutes les histoires que les filles me racontent, j'y vais, je peux y aller. Mais en fait, il y avait zéro ethnographie. Alors Freeman, lui, c'est autre chose. Freeman était à Samoa en tant que coopérant, professeur néo-zélandais, kiwi, juste après la guerre. Il était là-bas en tant que vraiment coopérant, professeur d'anglais, je crois. Pas du tout à ce moment-là encore comme anthropologue. Mais évidemment, il s'intéressait beaucoup à la société où il travaillait en tant qu'enseignant. Alors là, il y a des histoires très personnelles qui courent, mais je peux en parler parce qu'elles ont été, c'est pas une confidence qu'on m'a faite, c'est des histoires que Freeman lui-même a racontées en partie et qui sont même arrivées ensuite dans cette pièce de théâtre très célèbre montée, était-ce en Nouvelle-Zélande ou en Australie, The Heretic, par Williamson, un auteur à succès, qui a fait une pièce de théâtre absolument désopilante, magnifique, très drôle, où on a Freeman et le fantôme de Meade qui se retrouvent et qui parlent de tout ce qu'ils n'ont pas compris entre eux. C'est désopilant. Mais dans cette affaire-là, il y a des choses que d'autres Samoans m'ont confirmé avoir entendues. À savoir que Freeman a eu une histoire amoureuse très très difficile, enfin une histoire amoureuse très forte avec une Samoane, que il pensait que voilà, ça pourrait se faire assez facilement. Quelle n'a pas été sa surprise, sa désillusion de voir que cette femme et toutes les autres disaient non, nous attention, on couche pas comme ça, hein. Nous c'est le mariage, c'est... Et Freeman dit mais où je suis tombé, mais que ça n'a tellement rien à voir avec ce que j'ai pu lire chez Meade, etc. D'après tout ça, il en est ressorti à la fois une haine de Freeman contre Meade, parce que finalement, en quelque sorte, de lui avoir donné des illusions sur le pays où il arrivait, parce que quand il est arrivé là-bas dans les années 50, le seul livre qu'on pouvait lire, c'était Coming of Age in Samoa. Il n'y avait rien d'autre sur la société samoane. Mais à part ça, chez Freeman, zéro ethnographie non plus. Donc, c'est ça qui me faisait dire, non seulement je peux intervenir sur le débat, montrer des acteurs inconnus, parce que ce jeune homme, on n'en a jamais parlé dans les comptes rendus qui ont été faits du débat. On le trouve dans les carnets. Maintenant, on en parle. Alors, je crois que Freeman en avait parlé un tout petit peu, alors qu'il a joué un rôle très important. Mais surtout, ce qui m'intéressait après, c'était de dire, bon, alors, oublions le débat. Et finalement, ça, c'est un peu le premier chapitre du livre Le mythe occidental, mais qui est devenu après toute une partie dans le livre Face à moi. C'est oublions un peu, et qu'est-ce qu'on peut dire des rapports officiels, pas officiels, cachés, pas cachés, etc., entre hommes et femmes, dans cette société où les choses sont tellement cloisonnées, où il y a une étiquette extrêmement forte, et d'expliquer la valeur à la fois historique et actuelle très importante de la virginité féminine avant le mariage, les enjeux de stratégie de clan, de titres, toutes les représentations à la fois générales et masculines d'une part et féminines d'autre part, du corps féminin, de la mise au monde, de la responsabilité des uns et des autres. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses à dire où j'essayais à la fois de dire oublions le faux débat, c'est un faux débat, mais où il y a moyen de dire un certain nombre de choses sur ces domaines extrêmement privés de la vie sociale, dans ce cas-là, à Samoa. Bon, et donc c'est pour ça que il y a à la fois une partie du livre Le mythe occidental. Encore une fois, c'est un titre donné par les PUF. Moi, je voulais juste Margaret Mead, Derek Freeman et Samoa. Et la troisième partie, une grosse partie du Face à moi, qui est sur les représentations des hommes et des femmes, les uns sur les autres et sur tout le monde, sur le corps, sur la sexualité, caché, pas caché, etc., etc. Les mots employés, etc. Bon. Fin de cette histoire-là, mais ceci m'amène à quelque chose. Là aussi,
finalement imprévu. C'est que quand je regardais de plus près le parcours de Mead, qu'on a décortiqué presque jour par jour à Samoa, Freeman, mais même avant son éducation, les cours qu'elle a suivis aux États-Unis, etc., etc., on s'aperçoit que Mead, en tant qu'étudiante, dans les années 1920, qu'est-ce qu'elle avait comme source de préparation à un terrain en Polynésie qu'elle voulait faire? Entre parenthèses, il est absolument prouvé maintenant qu'elle ne pensait pas du tout à Samoa. Elle voulait aller en Polynésie orientale, donc la Polynésie française, parce que justement, elle avait lu beaucoup de choses sur cette atmosphère d'amour libre. C'est pas que ça l'intéressait personnellement, c'est qu'elle était persuadée que là, elle aurait un très bon case study pour montrer à quel point une culture particulière fait que l'éducation, l'évolution de l'adolescence et un tas d'institutions, finalement, sont déterminées par la culture, puisqu'on est en plein dans les années où c'est le grand débat entre détermination naturelle, détermination culturelle, et qu'elle est envoyée en quelque sorte en mission par Franz Boas et qu'elle s'investit dans cette mission. L'histoire raconte, là aussi c'est tout à fait bien prouvé, que Boas lui a dit, il n'est pas question que tu ailles là-bas, il y a un bateau une fois par an, elle voulait aller dans les Tuamotu. Il faut que tu ailles dans un endroit qui est quand même, où on peut avoir des nouvelles de toi. Le seul que je connaisse, c'est Samoa, Samoa américaine, parce qu'il y a ce grand port qui est la halte obligée de tous les paquebots Australie-Amérique. Donc, là, il faut que tu ailles. Bon, c'est comme ça qu'elle est arrivée à Samoa, mais en ayant en quelque sorte appliqué d'avance, on le voit par ses lettres dès le début, l'image qu'elle avait de la Polynésie, mais surtout la Polynésie française, image véhiculée par les Bougainville, etc., etc. On le sait très bien par les cours qu'elle a suivis auprès de Handy, un anthropologue historien américain qui sévissait au musée d'Honolulu, mais qui se targuait d'être le grand spécialiste des marquises, et qui expliquait en long et en large dans ses cours que la culture traditionnelle millénaire des marquises était cet amour libre en question, que même les jeunes gens étaient élevés dans cet état d'esprit par les parents, que c'était presque une obligation culturelle, etc., etc. Quand on fouille les notes de ce cher Andy, qui pourtant a écrit après des traités qui faisaient autorité sur la religion polynésienne, un véritable scandale de pur malentendu, on découvre dans ces notes que ces questions-là sur la sexualité, c'est un vieux résident européen qui était le seul informateur pour lui aux marquises. Non, mais attendez. C'est pas grave. Ce qui compte simplement, ce qui a compté beaucoup pour moi à ce moment-là, c'est que je me suis dit, mais attends, si tout a commencé pour Mead par cette illusion construite par la littérature occidentale sur la Polynésie, et en particulier sur la sexualité polynésienne, sur les valeurs d'amour libre, sur la vie des hommes et des femmes, sur les vahinés, bref, le mythe de la vahinée. Si vraiment c'est ça qui l'a influencé tellement, il ne suffit pas que je dise que c'est ça qui l'a influencé, il faut que je montre que c'était un mythe, que c'est une illusion, que c'est pas vrai. Parce que c'est une question de dire que Mead n'a pas fait n'a pas fait un bon travail de terrain à Samoa, mais si elle avait été influencée par une tradition réaliste, réelle, honnête, mais non, il fallait. Enfin, je me disais qu'à l'évidence, elle a été entraînée dans l'erreur par une accumulation séculaire de clichés erronés sur la Polynésie, sur les vahinés, et que donc il fallait montrer ça. Pas pour dire qu'au fond, c'est pas sa faute, mais surtout pour dire que n'importe quel étudiant de cette époque travaillant sur ces questions n'avait comme formation et source d'information que ces choses-là. L'amour libre. Et donc, me voilà parti à construire simultanément, petit à petit,
deux dossiers. L'un qui est Samoa. Parce que dans le débat Mead-Freeman, il y a des gens qui viennent écrire « Bon, peut-être Mead n'a pas fait un très bon terrain, mais elle a forcément senti quelque chose, elle n'aurait pas pu inventer cette histoire d'amour libre. Et si elle l'a senti, c'est parce que malgré tous les changements avec les missionnaires, etc., il devait être resté un vieux fond culturel de la Polynésie qu'elle a trouvé à Samoa sur la liberté sexuelle. » Et de citer d'ailleurs des phrases piquées ici ou là chez tel ou tel navigateur ancien venu à Samoa. Alors là, je me suis dit, non, ça, il faut quand même que j'aille voir de plus près, parce que c'est pas avec 3 phrases que... Donc, me voilà d'une part à essayer de lire, de retrouver les journaux et de lire, certains publiés, d'autres pas, tout ce qui vient des premiers contacts, entre guillemets, entre les Européens et les Samoans, et c'est ce qui a donné ce livre-là, First Contact in Polynesia de Samoan Case. Le titre est plus général parce que la deuxième partie du livre compare avec Tahiti, Hawaï, etc. Mais la première partie du livre est uniquement consacrée au cas samoa, où je revisite ligne à ligne, il n'y en a pas tellement, ce qui a été écrit par ces premiers navigateurs sur Samoa, en essayant à chaque fois d'ailleurs de cibler de quelle manière les universitaires venus plus tard et relisant là se sont rués sur certaines phrases qui semblaient aller dans ce mythe de l'amour libre, de la vaïnée éduquée pour l'amour libre, etc. Donc ça fait un gros dossier qui a été publié en 2004. Comme il est en anglais, il a été beaucoup lu et il est devenu ensuite repris tel quel en ligne dans les éditions digitales de l'Australian National University, ce dont je me réjouis beaucoup. Mais en même temps, il fallait aussi que j'aille voir du côté Tahiti, parce que l'éducation reçue par Mead, c'était pas sur le dossier samoa, l'éducation reçue par Mead, c'était sur la Polynésie française. Alors, est-ce que là, il y avait vraiment toutes ces histoires à la Bougainville sur l'amour libre, sur l'éducation? Il ne s'agit pas seulement de dire, est-ce que vraiment la culture polynésienne de l'Est, tahitienne en particulier, était tournée entièrement vers... Bon. Et donc là, même travail, je me dis, je vais reprendre tout ligne à ligne, avec toujours cette idée de... Bon, on écrit aujourd'hui que tel universitaire écrit que. Il cite qui? Ah bon, il cite celui-là. Mais celui-là, il a eu son information où? Et à chaque fois, à travers une longue chaîne parfois, on remonte au même petit début de ces premiers voyageurs. D'où ce livre-là, achevé lui aussi en 2004. Donc, entre 2000 et 2004, c'était non-stop les 2 dossiers, Samoa et Polynésie française, où je relis donc là tous les journaux français, puis ensuite anglais sur Tahiti au début. Et je dis Tahiti 1768, puisque 1768, c'est l'arrivée de Bougainville à Tahiti et tout ce qu'il a écrit à ce sujet. On sait aujourd'hui que beaucoup de choses aussi qu'a écrite Bougainville viennent d'une fausse impression, enfin d'une impression vraie, d'avoir été reçu dans un environnement très amical, avec des cadeaux et des accès aux femmes, en partie, parce que, mais Bougainville ne le savait pas quand il y était, les Tahitiens avaient subi les canonnades de Wallis 1 an auparavant, mais les Français ne le savaient pas, et avaient bien compris que la seule solution est de les recevoir le plus amicalement possible, en espérant qu'ils repartent le plus vite possible. C'est une toute autre vision de ce qui a été le séjour de Bougainville à Tahiti. Bon, donc ça a donné cette affaire-là, et c'est pour ça que, à partir du débat Mead-Freeman, et une fois avoir écrit sur le débat, et sur l'ethnographie dont je disposais pour Samoa, sur ces questions gender and sexual meanings, en plus des autres sur économie, politique, etc., que je me suis lancé dans ce qui au départ devait être une histoire assez courte,
Bon, revisiter les dossiers des premiers voyages à Samoa d'une part, à Tahiti d'autre part. Bah, évidemment, quand on commence à s'enfoncer là-dedans, ça devient énorme. Déjà, je n'avais pas du tout prévu au départ que ça ferait 2 livres. Je voulais en faire un seul. Ça en est devenu 2. Ça m'a évidemment intéressé de plus en plus. Et il y a eu des prolongements. Parce que non seulement ça m'intéressait de reconstruire les conditions dans lesquelles tel voyageur est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il écrit? Comment on peut faire un rapport entre ce qu'il dit qu'il a vu et ce qu'il écrit? Et surtout en s'appuyant sur les passages très peu nombreux, mais ô combien précieux, quand un voyageur ou ses lieutenants, etc., disent « Là, il y a une scène très bizarre, nous n'avons rien compris. » Mais on vous l'a décrit quand même. C'est très rare, mais ces passages-là sont souvent très très importants. Parce que c'est ceux qui sont le moins obérés par les surinterprétations que les voyageurs ont fait. Chaque fois que ces navigateurs disent « Nous avons compris que », on peut passer la page, aucun intérêt. Quand ils disent « Nous n'avons rien compris », là, ça devient intéressant. Donc, voilà, Tahiti, gros dossier, Samoa, gros dossier. Le dossier Samoa, il a continué après, en ce sens que maintenant, j'ai pu mettre en ligne, c'est disponible pour tout le monde depuis quelques années, l'ensemble en bilingue de toutes les archives des premiers contacts à Samoa depuis 1722 jusque dans les années 1840. C'est à partir du site Pacific Encounters. Mais ce que je n'avais pas prévu non plus, c'est que non seulement je revisiterai les dossiers des voyageurs, Polynésie française, Polynésie occidentale, mais que je serai amené aussi à travailler sur l'histoire des conceptions raciales de l'Occident en général et appliquées à l'Océanie. Alors ça, c'est le livre qui est venu un peu plus tard, 2008, l'invention Polynésie-Mélanésie, l'invention française des races et des régions de l'Océanie. Je n'avais pas prévu, mais au fond, c'était une question assez simple. En relisant tous ces récits, Bougainville et pas seulement, et même les récits où il y a eu de la violence, comme avec Wallis, il y a toujours et partout, dans ces voyages, quand ils sont arrivés dans des îles polynésiennes, un regard admiratif, désirant, concupiscent, des hommes sur les femmes polynésiennes. Et je me disais, mais comment ça se fait? Parce que quand on lit les mêmes récits, souvent les mêmes voyages, mais qui sont arrivés dans d'autres terres du monde, et pour rester en Océanie, qui sont arrivés à Fidji, au Salomon, en Australie, c'est pas du tout pareil. Alors soit c'est carrément, ces gens ont l'air moches et monstrueux, soit, en tout cas, le peu d'histoires de contact qu'il y a eu avec les femmes ne sont pas du tout vantés dans les mêmes termes. Et je m'aperçois que dans ces récits-là, à propos de la Polynésie, reviennent en fait quelque chose que personne n'avait jamais remarqué, très régulièrement des phrases sur non seulement « Ah, comme ils sont beaux », mais comme ils sont blancs. Et je commence à remonter toute une tradition qui commence avec les Espagnols et qui contraste très fortement dans leurs récits leur impression quand ils arrivent dans la Polynésie orientale, venant d'Amérique du Sud, de dire « Ah, les femmes y sont aussi belles qu'à Lima et presque aussi claires ». Cette obsession sur la couleur de peau, je me dis « Mais oui, évidemment ». Depuis longtemps, dans l'imaginaire européen de l'autre, la question des couleurs de peau était fondamentale. Avec cette surdétermination que le clair est toujours plus bienveillant, que ce soit une mythologie solaire ou que ce soit tout simplement par assimilation, nous, les Blancs, par rapport à ce qui est jugé plutôt noir, plutôt diabolique, plutôt etc. On connaît tout ça. Et je m'aperçois donc que les phrases sur « Ah, comme ils sont beaux, comme ils sont blancs »,
est un leitmotiv qu'on avait vraiment laissé passer dans les récits des voyageurs anciens quand ils sont en Polynésie, à commencer par les Espagnols, et qu'il n'y a pas, évidemment, c'est plutôt des phrases contraires quand ils sont ailleurs, aux îles Salomon, Fidji, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, là, il y a aussi un gros dossier. Bien sûr, beaucoup de gens ont écrit, et je prétends pas du tout avoir fait plus sur l'histoire des théories raciales dans le monde occidental appliquées au reste du monde. Mais en revanche, je me suis aperçu qu'il manquait tout un dossier de montrer comment ça a eu un retentissement très particulier sur leur manière de décrire l'Océanie à travers ces théories raciales du blanc de peau, noir de peau. Alors ça, j'en dirai quelques mots après.